Dr Ousmane Ba, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Dr Ba d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Diallo, Binta. Nous avons également le plaisir de recevoir le Dr Pape Massène Sène, chercheur en patrimoine traditionnel à l'IFAN. Merci Dr Sène. Un Ba et un Sène, je ne suis pas trop gâtée ce matin. Merci infiniment pour cette anticipation culturelle. C'est moi qui ne suis pas gâtée entre un Ba et un Diallo. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de la violence sous toutes ses coutures. Les Sénégalais, Dr Ousmane Ba, sont traumatisés par les nombreux cas de crimes de sang qui commencent quand même à faire trop. Est-ce qu'il y a une explication sociologique à tout cela? Merci beaucoup Binta pour l'invitation. Je salue mon collègue et doyen M. Sène. Alors, je salue aussi au passage vos auditeurs. Je pense que la violence sur toutes ses formes ne saurait être expliquée dans une société organisée. À ce que je sache, qu'au Sénégal, on a des structures sociales qui fonctionnent. On a des instances de socialisation, on a les normes sociales, on a des lois et on a aussi des acteurs de socialisation qui, quelque part, sont appelés à normer la société en tant que telle. Alors maintenant, si depuis 1960 jusqu'à nos jours, on voit qu'il y a une certaine recrudescence de la violence, il faudrait qu'on se pose la question où se trouve la fracture sociale, où se trouve la cassure sociale. Alors, à partir de ce moment, maintenant, il faudrait peut-être prendre 2 à 3 indicateurs, à mon avis, qui sont essentiels. D'abord, le premier indicateur, c'est que nous sommes dans une société jeune. La jeunesse occupe une place très importante. Malgré les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics dans le cadre, si vous voulez, par exemple, de l'éducation, il y a beaucoup de collèges, il y a beaucoup d'écoles élémentaires, d'établissements scolaires. Mais on se rend compte effectivement que ces infrastructures scolaires ou éducatives et universitaires n'impactent pas trop sur la personnalité, si vous voulez, par exemple, de cette jeunesse-là. Le deuxième indicateur, maintenant, c'est qu'effectivement, nous avons les femmes qui constituent 52% de la population. Mais malheureusement, dans l'élaboration des textes, les femmes ont été confinées à des travaux ménagers dans le passé. Et ce n'est que les années 80 ou 90, avec toutes sortes de mouvements, que les femmes commencent à se libérer jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui de la scolarisation des filles et consorts. Ce qui fait que donc cette mamelle ou cette frange de la société aussi n'est pas, à mon avis, bien formée ou qualifiée. Troisième élément maintenant, c'est la précarité de la vie. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais est dans le cadre de la mondialisation depuis 2000. On a une révolution technologique très forte. Le Sénégalais d'aujourd'hui est devenu un migrant. Il bouge beaucoup. Et en bougeant, comme disait Cheikh Hamidou Kane, il va intérioriser un certain nombre de valeurs parfois. Et dans cette intériorisation en termes de négociation, parfois le Sénégalais devient un Samba Diallo. À partir de ce moment, donc, je pense que c'est un cocktail de problèmes qui peut créer ou bien qui peut expliquer la question de la violence, de la criminalité ou de la déviance. Nous allons chercher à avoir les solutions. Absolument. Tout à l'heure. Docteur Pape Massène Sène, il est dit que ces crimes ont toujours existé et que ce sont les réseaux sociaux, les médias de masse qui l'ont amplifié. Merci beaucoup et mes salutations à mon jeune collègue. Je précise juste que je suis à la retraite en ce moment, donc pour qu'on ne m'accuse pas. Voilà. L'analyse est tout à fait avérée, mais les réseaux sociaux donnent de la visibilité à des phénomènes existants. Ne les créent pas. En vérité, lorsque mon collègue Ba parle de fracture, il a parfaitement raison. Nous avons une société qui est déstructurée en ce moment. Et je voudrais retenir au moins 3 axes sur lesquels nous sommes en faillite. Il a évoqué l'éducation. Mais il faut prendre l'éducation dans l'ensemble du processus, depuis la cellule familiale jusqu'à l'école, y compris ce qu'on appelle à tort l'école de la rue. Nous sommes en faillite sur le plan éducationnel. On y reviendra pour développer tout à l'heure. Deuxième faillite. Nous avons un problème énorme
avec ce que l'on appelle les modèles et les repères. Nous sommes dans une société où l'on ne donne plus de références et des repères aux jeunes. Absolument. Et où le comportement des adultes laisse à désirer, y compris jusqu'au niveau de certaines autorités. C'est une deuxième fracture particulièrement importante. Enfin, je signalerai une troisième fracture qui est préoccupante. Lorsqu'un groupe humain, une société, une communauté s'organise, comme le rappelait M. Ba, il y a des mécanismes de régulation, il y a des normes. Oui. Mais il y a aussi la nécessité de faire appliquer ces normes lorsque l'on transgresse. Cela renvoie à la notion de sanction. Nous sommes dans une société qui ne sanctionne plus pour que les fautifs soient identifiés tels quels et que l'on sache que ce n'est pas un exemple à suivre. Oui. Voilà les trois grandes failles. Que les réseaux sociaux viennent amplifier des phénomènes qui pouvaient rester avant confinés à un endroit donné, c'est une réalité. Mais je répète, ces réseaux sociaux n'ont pas créé ces phénomènes dont nous parlons. Il n'y a pas que les crimes de sang, docteur Ousmane Ba. Il y a également les crimes que l'on peut mettre sur le compte de la violence verbale, qui a tendance quand même à s'ériger en règle chez nous. Il faut être dans la rue ou écouter les radios, suivre les programmes au niveau des télévisions pour s'en rendre compte. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Je pense que c'est un constat que nous observons tous les jours. Le doyen Sen vient de dire quelque chose qui est très intéressant. Quel est le modèle d'ascension sociale que produit la société sénégalaise? Je pense qu'aujourd'hui, les gens se sont rendus compte qu'il faut utiliser la violence verbale pour arriver à un niveau d'ascension sociale. C'est parce qu'il n'y a pas... le système de contrôle social est en désuétude, n'est pas rigide, n'est pas applicable. Ça, d'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, c'est que ceux qui, souvent, le font, c'est des gens qu'on appelle des élites. C'est-à-dire qui constituent une élite dans la société. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a raté cette vocation de former, où on a compris les différentes composantes qui gravitent autour de la notion d'élite, au plan politique, au plan économique, à tous les niveaux? Et là aussi, je pense qu'une société a sa façon aussi de créer ou de construire ce que Max Weber appelle ses idéotypes. Alors, à partir de ce moment, donc, la violence verbale ne saurait être, comme je l'ai dit tout à l'heure, expliquée dans une société, si vous voulez, organisée. Maintenant, le troisième facteur qui, à mon avis, est intéressant, c'est que aussi, la communication, ce n'est pas le fait seulement d'ouvrir la bouche. Mais la communication doit être accompagnée par des ressorts sociétaux et culturels. À partir de ce moment, donc, il vient de le dire, ça revient à l'éducation à la base. Et l'éducation à la base, comment on éduque aujourd'hui, par exemple, nos enfants, ce ne sont plus les canaux vraiment culturels, socio-culturels qui existaient, qui éduquent aujourd'hui nos enfants, mais il vient de le dire, c'est d'autres médiums, les concessions et consorts. Maintenant, c'est d'autres médiums qui interviennent dans ce qu'on appelle, Internet, qui même, c'est fictif et même virtuel, qui viennent éduquer, si vous voulez, par exemple, nos enfants. Maintenant, l'autre chose, c'est que même la manière de former nos couples aujourd'hui pose problème. À partir de ce moment, donc, parce que l'enfant n'est que le reflet, si vous voulez, le produit d'un groupe social bien déterminé. Et à partir de ce moment, donc, si il épouse un certain nombre de valeurs et que dans cette éducation à la base, il y a, si vous voulez, une cassure, que je parlais tout à l'heure, mais fondamentalement, nous aurons des monstres à la place, si vous voulez, par exemple, des humains qui peuvent, à mon avis, intégrer l'humanitude, au sens, si vous voulez, kantien du terme, etc. Mais à partir de ce moment, la personnalité du Sénégalais d'aujourd'hui, ou bien est-ce que, en fonction des valeurs que nous avons, ou des cultures, etc., des civilisations, intériorisées de ça et là,
aujourd'hui, est-ce que l'homo sénégalensis lui-même ne pose pas problème, si vous voulez, par exemple, dans le champ, si vous voulez, par exemple, africain ou dans la société africaine? Oui, vous l'avez dit, la violence verbale, docteur Pape Massène Sène, exercée par les élites. Vous avez vous-même constaté qu'au niveau de la sphère politique, ce sont des hauts responsables qui font dans les invectives, dans les insultes, dans les déballages. Quel est votre regard par rapport à ça? Comme je disais, effectivement, l'absence de repères, l'absence de modèle. Lorsque vous le mettez en lien avec ce déficit d'éducation, il faut savoir que nous avons aujourd'hui une société où on a inversé énormément de choses. Le collectif primé. Et lorsque le collectif prime, en vérité, le premier impact, c'est que chaque membre de la société se sent redevable du comportement de tous et de chacun. C'est pour cette raison que déjà dans la charte du Kourou Fouga, on rappelait déjà dès le XIIIe siècle que l'éducation relevait de tous les membres de la communauté. Nous en avons quelques résurgences. Certains rappellent que oui, dans les quartiers, dans les villages, chaque adulte avait la possibilité de réprimander un jeune qui dérivait. On n'ose plus le faire. On n'ose plus le faire. C'est la déstructuration. Oui. Dans les rites initiatiques, lorsque dans les chansons, on rappelait que quelqu'un qui a l'âge de votre père doit être considéré comme un père, quelqu'un qui a l'âge de votre mère doit être considéré comme une mère. Tous ces éléments-là ont sauté. Et nous sommes dans un contexte de mondialisation dont parlait mon collègue Ba tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin justement d'être migrant. Le problème, c'est que vous pouvez rester au fin fond du village X du Fouta, excusez-moi, et avoir cette connexion. Et vos références, ce sont les jeunes, quelque part aux États-Unis ou ailleurs. L'ensemble de ces éléments de déstructuration font que l'individu devient roi. Il est seul comptable de ses actes et il n'a de compte à rendre à personne. Et la société a démissionné. Oui. Voilà le véritable problème, aussi bien sur le comportement, sur le langage, etc. etc. Lorsqu'on a de compte à rendre à personne, on redevient un animal. Donc cette crise, elle est d'abord culturelle. Parce que ce sont les valeurs qui nous permettent de nous élever et à l'évaluation de la société, nous essayons les uns et les autres d'être comptables et d'être bien vus. Si ces éléments-là sautent, vous êtes comme un animal, un chien, un âne, un cheval. Oui. Parce que vous n'avez plus conscience d'être évalué. Oui. Ces verrous, j'ai comme l'impression, ou comme nous avons comme l'impression, Dr Ba, que ces verrous ont également sauté, puisque nous parlons de la violence verbale au niveau du champ politique, au niveau des partis politiques. Quand on fait une critique ou qu'on donne son point de vue sur un leader politique, on voit tout de suite ce qui se passe. Vous êtes lynché, vous êtes insulté de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce qui explique que c'est la formation militante qui manque, ou les militants ne sont pas assez bien préparés au sein des partis politiques? Alors, votre question, elle est très pertinente. Alors, moi, je pense que les partis politiques au Sénégal et en Afrique, si on pourrait en parler, à mon avis, c'est d'abord les militants, c'est-à-dire même comment on adhère dans ces partis politiques-là. Souvent, chaque parti essaie de dégager ce qu'on appelle une idéologie. Mais souvent, le militant, ou bien c'est lui qui va adhérer dans ce parti-là, il ne maîtrise pas les rouages, y compris même ceux qui ont créé le parti de cette idéologie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéologie, c'est l'orientation, si vous voulez, extra. Et souvent, la plupart des idéologies sont des idéologies occidentales qui ne prennent pas en charge nos valeurs culturelles et consorts, socio-culturelles, l'environnement social. Alors, ce qui fait donc, dans les partis politiques, il n'y a pas une respiration de la démocratie. Parce que la contradiction, disaient les marxistes, doit éclairer, c'est la mère de la vérité. Mais on se rend compte effectivement que dans les partis politiques, la composition ou l'organisation et le fonctionnement posent problème. Du point de vue que
c'est un patrimoine du leader, déjà. Mais aussi, Binta, il ne faudrait pas que les gens tirent sur les leaders. Parce que du moment où on met en place un parti politique ou une organisation politique, ceux qui doivent composer l'organisation, je pense que dans le mode de fonctionnement, de structuration et d'organisation, ils doivent d'abord partir par des cotisations. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est quoi en Afrique, surtout au Sénégal, c'est les leaders qui financent. Et quand ils financent toutes les activités du parti, mais au moment où ceux qui sont déjà dans le parti, ils ne donnent rien, ils ne contribuent rien en termes d'apport de dons et consorts, mais fondamentalement, le leader lui-même, il pense qu'effectivement que le parti lui appartient, la patrimonialisation. Alors maintenant, si au moins dès le début, il y avait un contrat social au sens rousseauiste du terme, qui permettrait à chacun, comme dans les syndicats, qu'on puisse avoir des check-off, je ne sais pas comment on va essayer de l'insérer dans ce qu'on appelle les partis politiques, où les gens cotisent en fonction de leur niveau d'ascension sociale. À partir de ce moment, je pense qu'on pourrait arriver à des courants de pensée, aussi on pourrait arriver à des contradictions, à mon avis, pour pouvoir faire respirer, si vous voulez, par exemple, les partis politiques. Ce n'est pas aussi une explication qui peut, en disant que vous avez financé votre parti, mais je pense que souvent, même vous, les journalistes, vous avez des problèmes par rapport à ça, parce que vous dites le parti de tel. Le parti de tel. En disant le parti de tel, déjà, vous cautionnez inéluctablement l'appartenance ou la patrimonialisation du parti. Mais est-ce que cette absence d'idéologie, que cette partie appartient à tel ou tel parti, à telle ou telle personne, est quand même un prétexte pour que les militants puissent quand même insulter, faire de la virulence, invectiver qui ils veulent? Vous avez raison de poser cette question parce que, à la limite, le phénomène de patrimonialisation peut expliquer que les membres d'un parti puissent passer leur temps à faire l'éloge du chef ou du leader. Ouais. Mais n'explique pas ce comportement déviant. Alors, ce comportement déviant, il faut, quand on analyse ces partis, comme toutes les autres associations du reste, il ne faut pas simplement indexer les politiciens. Oui. Disons que c'est visible parce que c'est eux qui sont au-dessus de la pyramide et qui prennent en charge nos propres préoccupations. Absolument. Il faut y ajouter un autre phénomène. C'est que, aujourd'hui, c'est la consécration de ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies. La politique apparaît comme un raccourci pour l'ascension sociale. Absolument. Deuxièmement, c'est lié. Tout parti cherchant à avoir le maximum de voix, quel que soit le type d'élection, privilégie le quantitatif sur le qualitatif. Mais lorsque vous privilégiez le quantitatif, je suis désolé de le dire brutalement, vous ramassez n'importe quoi. Et du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui, pour avoir de la visibilité, n'ayant pas d'autres arguments à mettre sur la table, ce n'est pas des arguments de connaissance, de comportement, etc., pour défendre leur parti, vont utiliser la violence qui est aussi un autre raccourci. Donc le manque d'éducation dont on a parlé tout à l'heure, la déstructuration de la société, le sentiment d'appartenance à une collectivité qui avait des valeurs, je parlais de crise culturelle, sont transférés de l'autre côté. Absolument. Ce n'est plus le Sénégal qui compte, c'est le parti auquel on adhère. Oui. Et la manière dont le leader va considérer qu'on le défend. Oui. Évidemment, c'est un dysfonctionnement extraordinaire. Cela vient s'ajouter à ce que disait M. Ba. Voilà. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui donc Dr Ousmane Ba, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous recevons également Dr Pape Massen-Sène, chercheur en patrimoine traditionnel à l'IFAN. Alors, Dr Ousmane Ba, l'affaire Rangou quand même, qui défraie un peu l'actualité cette semaine, fait que nous allons parler de la dégradation des mœurs qui s'est accentuée ou qui est en train de s'accentuer
en tirer? Est-ce que c'est parce que le fait que certains cours comme l'éducation civique, la morale ont pratiquement disparu du curricula? Et surtout, est-ce que ce n'est pas quelque part une démission des parents ou c'est la faute à tout le monde? Mais je pense que les responsabilités sont partagées. Le phénomène Rangou et les autres phénomènes qui ont existé ici constituent, à mon avis, un problème de déviance dans nos sociétés. Alors, aujourd'hui, le doyen Sen a raison, c'est-à-dire de parler de ce qu'on appelle la déstructuration de nos valeurs culturelles. Mais aussi, vous avez aussi raison de dire, effectivement, l'éducation civique et l'instruction civique, à mon avis, ce sont des éléments qui doivent être non seulement obligatoires du préscolaire jusqu'à l'université. Parce qu'aussi, il y a certains comportements que nous voyons parfois. Pour des futurs cellules, ça pose problème. Alors, maintenant, comment on est arrivé à ce niveau-là? Mais Binta, vous m'excusez, mais aussi les médias, aussi, vous avez, n'est-ce pas, une part de responsabilité par rapport à cela. Absolument. Aujourd'hui, le phénomène du buzz, là, c'est ça qui amène tout ça. Parce que tout simplement, il y a des gens même qui créent certains certains phénomènes sociaux pour pouvoir exister. Alors, les familles aujourd'hui, avec les problèmes économiques et consorts, les familles presque ont démissionné. Parce que si on regarde la structuration de la socialisation, c'est à 4 niveaux essentiels. La famille, il vient de le dire. Comment aujourd'hui on forme nos couples, etc. Tout ça, jusqu'à qu'on parle de famille. Les types de familles que nous avons aujourd'hui. L'éclatement des familles, le système de confiance, etc. Tout ça. Comme il a dit tout à l'heure, ceux qui doivent éduquer, les instances de socialisation, les leaders communautaires, coutumiers, etc. Finalement, il y a problème. Deuxième instance de socialisation, c'est l'école. Aujourd'hui, quels sont est-ce qu'on a réellement une école sénégalaise ou est-ce qu'on n'a pas une école au Sénégal? Parce que les curricula, vous venez de le dire tout de suite là, qui sont enseignés parfois sont loin d'être en rapport avec notre milieu culturel, social et consort. Alors, cette école-là aujourd'hui est en désuétude. Alors, les éléments qui nous permettaient de forger, si vous voulez, de construire un Sénégalais qui prendrait ou qui intériorisait les valeurs de sa société. Aujourd'hui, on a presque foulé du pied ces éléments-là. La circoncision, par exemple, tout ce qui est, par exemple, le Kassak et consorts, là, qui étaient des ressorts vraiment communautaires, qui devaient accompagner ou forger, si vous voulez, par exemple, la personnalité de l'individu en termes d'identité, etc. C'est ça, aujourd'hui, ça pose problème. L'école, aujourd'hui, est périclite, et en lambeau presque. Les structures comme ça, du point de vue des acteurs effectivement qui composent le système éducatif sénégalais, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas, à mon avis, nécessité de pouvoir effectivement repenser une nouvelle école sénégalaise extra qui prendrait en charge ces éléments-là dont vous venez de dire. Il a parlé de l'éducation, l'école de la rue, mais aussi il y a l'école dans la rue. Je pense que c'est des éléments-là aussi, en termes de groupe père, extra, qu'il faut prendre en considération. La troisième instance de socialisation maintenant, parce que c'est les lieux de travail. Aujourd'hui, comment on a, c'est-à-dire quelle est la composition, comment on a, quel est nos rapports avec le bien public, les lieux de travail. Est-ce que nous travaillons, etc. Tout ça. C'est parce que tous ces éléments de buzz-là, c'est parce que c'est pour gagner de l'argent facile. Parce que dans ce pays-là, les gens sont inspirés, mais ils ne transpirent pas. Là, on transpire que quand il y a sport et consort. Mais dans ce qu'on appelle... Parce que si on transpirait, effectivement, il n'y aurait pas, si vous voulez, par exemple, cette oisiveté-là qui mènerait les gens vers le vice, comme disait par exemple Nietzsche. Alors, le lieu de travail, notre rapport avec le bien public, on a l'impression, effectivement, que nous avons assisté à l'affaissement des valeurs. Il vient de parler de situation, mais moi, je parle de l'affaissement des valeurs, mais aussi à l'insouciance par rapport, si vous voulez, à l'espace public. Que ce que nous faisons. Et troisième élément, ce sont les médias. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez, ça, les médias, en termes d'instance de socialisation, de valeurs? Aujourd'hui, on sait que surtout quand vous êtes dans des zones urbaines, les papas et mamans, vu l'influence économique et consort, vont au travail, à la recherche, si vous voulez, par exemple, de la quotidienneté, dépenses quotidiennes. Qu'est-ce qui éduque les enfants maintenant? Ce sont les médias et, si vous voulez, par exemple, les domestiques. Alors, les médias, le contenu qu'ils nous donnent, effectivement, pose problème parce que même à travers, si vous voulez, les téléréalités ou les téléfilms sénégalais, on voit, si vous voulez, par exemple, une dose d'une société occidentale
d'une société occidentale qui essaie d'épouser, si vous voulez, par exemple, nos valeurs-là. Comme vous l'avez dit, Daré, Koch et consorts, tout ça, on ne voit pas ça. Alors, à partir de ce moment maintenant, c'est à vous, effectivement, de censurer certains éléments qui, à mon avis, ne devraient pas passer extra. Parce que, au finish, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte pour le Sénégalais lambda qui n'a pas sa dépense quotidienne? L'affaire Rangou ou les autres affaires de déviance, extra. À mon avis, parlons des éléments qui nous permettraient extra. Je vous donne un exemple. La dame, par exemple, qui a été kidnappée extra, qui a été retrouvée extra. Mais combien d'entre vous en avez parlé? Oui. Combien au niveau du territoire national il y a ce type d'extra alors que la presse ne fait pas, si vous voulez, par exemple, ne prendre ces cas-là. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas sélectionner, à mon avis, entre guillemets, les types d'informations que vous donnez, mais aussi, il faudrait beaucoup creuser pour voir effectivement les autres problèmes de notre société. Oui, vous l'avez dit, responsabilité partagée, la presse y compris. Et je suis entièrement d'accord avec vous, docteur Ba. Alors, docteur Massensen, selon vous, qu'est-ce qui explique cet affaissement, je vais emprunter le mot à docteur Ba, cet affaissement de nos valeurs? Oui, c'est un terme bien approprié. Donc, nous étions en train de parler de l'éducation, des raccourcis sur l'ascension sociale, etc. Allons un peu plus au fond des choses. Une des bases de cette déstructuration de notre société, c'est qu'on a une inversion extraordinaire. Avant, c'est l'être qui primait, ce qu'était l'individu. Individu porteur de valeurs, ayant un comportement apprécié et appréciable. Vous n'aviez pas besoin d'être riche pour être respecté et avoir un statut social. Ça existe encore ici et là dans quelques villages. Donc, l'inversion consiste à privilégier l'avoir sur l'être. Et ce mauvais adage qu'on entend souvent en français, la fin justifie les moyens, fait qu'on ne s'encombre plus et on est encore dans le raccourci de respecter des valeurs pour acquérir de l'avoir. Quelle que soit la voie, la prostitution, le mensonge, etc., c'est le résultat qui compte. Il faut de l'avoir. C'est un premier élément explicatif. On a un second élément. Au début de son propos, mon collègue Ba a parlé de la femme, 52%. Mais allons jusqu'au bout. Regardez, cette fois-ci, c'est un adage de notre propre société, où les hommes, depuis bien longtemps, avaient commencé à fuir leur responsabilité. Cette responsabilité partagée dont on parle. Liggéeyindey, Amnyukdom. Où le statut social de l'individu est exclusivement, et j'insiste sur le exclusivement, tributaire des efforts de la mère. Absolument. Par contre, lorsque le résultat est satisfaisant, tout le monde se l'approprie, pas seulement le père. Mais c'est toute la société qui dit, c'est notre fils, c'est notre fille, suñu doom la. Mais quand il y a échec, c'est la femme. Alors, analysez ce phénomène. Si l'on fait tout reposer sur la mère, la femme, qui elle-même est brimée, à qui on ne donne pas le véritable pouvoir de s'exprimer et de participer aux décisions au sein de la société. Cela fait en cascade une série de dérives et de manquements. Troisième dimension qui explique ce comportement, pas seulement chez les politiciens, mais la perte du sentiment d'appartenance. Je disais tout à l'heure cet individualisme extrême qui fait que le collectif ne compte pas. Nous sommes tout de même dans une société où on entend sans dénoncer, entre guillemets, des modèles qui ont lancé des slogans du genre « Boul Fale ». Autrui n'existe pas. Tu ne penses qu'à toi. Le reste, ce n'est pas ton problème. Nous avons des mécanismes de cette nature qui montrent que le sentiment d'appartenance n'a plus cours. Ce n'est plus la société qui nous préoccupe, c'est nous et seulement nous. Mais dans ces conditions, évidemment, l'avoir, les gens qui quittent la maison, qui désertent,
qui laisse les enfants entre les mains de domestiques qui ont elles-mêmes raté leur propre éducation. C'est ça, absolument. Qui ont elles-mêmes raté leur propre éducation. Je n'irai pas très loin dans l'histoire des médias, mais c'est aussi pour se faire de l'argent que les médias sont dans le buzz et mettent en évidence les choses les plus négatives parce que ça attire beaucoup plus que les éléments positifs qui pourraient servir de modèle. Donc, nous marchons sur la tête à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux. Absolument. Lorsque vous êtes dans la circulation et que vous voyez le comportement agressif et incivique, vous vous dites, c'est vrai, peut-être que ces gens-là n'ont pas été formés convenablement, mais, et j'insiste là-dessus, si à côté de leur comportement déviant, les sanctions appropriées tombaient, il y aurait des changements possibles. Mais nous ne pouvons pas être dans une société où du matin au soir, chaque individu, vous y compris, accumule une série de frustrations. Absolument. Une série de frustrations en se disant « Mounouma Kidara, Mounouma Kidara ». À un moment donné, comme on dit, Sindar, vous sortez mat. Donc, pour se préserver, pour se protéger, l'individu va lui-même utiliser ses propres armes. Absolument. Mais ses propres armes ne sont pas conformes à un vivre ensemble harmonieux. Et c'est cela le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer malheureusement. Il est temps de réagir. Tout le monde en parle, tout le monde en est conscient, mais chacun se dit, pourvu que je puisse tirer mon épingle du jeu. Alors, est-ce que c'est pas un alibi léger? Moi, je vais revenir un peu sur les parents. Docteur Ba, c'est pas un alibi léger de dire que les parents n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants parce qu'ils sont toujours contraints au train-train de la vie pour nourrir et habiller leur progéniture. Pendant ce temps, ils laissent leurs enfants à la merci des réseaux sociaux et à la merci de la rue et des telenovelas. Oui, mais c'est ça, Binta. Je pense que le doyen, il a dit quelque chose qui est intéressant. Je pense que ces types de rapports, on les trouve dans des zones urbaines. Alors ça, il faut prendre ça à cette dimension, zones urbaines. Il vient de dire, effectivement, dans les zones rurales, il y a jusqu'à présent, certaines zones rurales, il y a la maîtrise de ces éléments communautaires. Mais je prends Dakar. Même le type de construction impacte même sur le type, si vous voulez, par exemple, de famille à prendre en charge. C'est ça la vérité. Alors, à partir de ce moment maintenant, vous ne pouvez pas, par exemple, aujourd'hui, comme il a dit, 52% de femmes, l'homme et la femme qui travaillent, les flambées des prix et consorts, tout ça. Donc, les gens sont dans ce qu'on appelle des négociations. On n'a plus de concessions. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les structures sociales, n'est-ce pas, du quartier ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, Binta, il y a des choses, fondamentalement, moi, je me pose même des questions par rapport, si vous voulez, à la nécessité, parce que ça va dans votre sens, au sens de ce que vous dites. Aujourd'hui, dans les quartiers ou dans les communes, nous, on avait connu des bibliothèques communales. Mais les gens ne lisent plus. Il n'y a plus d'espace public qui permettrait, si vous voulez, par exemple, à ces jeunes ou à ces enfants, même si, par exemple, les parents ne sont pas là, qu'ils puissent avoir une continuité dans ce qu'on appelle leur éducation. Problème. L'autre élément maintenant, c'est que, c'est vrai, à Dakar, c'est autre chose. Vous voyez les jeunes, surtout à la Médina ici, qui jouent dans les rues, etc. Vous voyez, par exemple, quelques poches, ou je dis même quelques poches d'espace public, Sacré-Cœur et consorts, etc., récemment vers l'ancienne piste, etc. Mais si vous mettez ces espaces publics-là et que vous ne les sécurisez pas, c'est ça, parce que vous ne pouvez pas prendre votre femme, faire une promenade. Ici, on a vu des gens qu'on a tués ici en faisant une promenade. Donc, ça veut dire que ces espaces publics ne sont pas sécurisés. Le citoyen lui-même semble être entassé dans sa propre résidence, à telle enseigne qu'effectivement, ça accumule un certain nombre de frustrations. Donc, je ne suis pas là à dédouaner, par exemple, les parents, mais quand même, il y a une continuité parce que dans le développement de psychodéveloppement de l'enfance, l'enfant, à ce moment donné, c'est la famille. Après, maintenant, c'est l'école, c'est jusqu'à arriver au lieu de travail. Alors, l'autre élément, maintenant, je pense que dans ce pays, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bibliothèque communale, mais même aller plus loin, créer dans chaque quartier, avec les délégués de quartier, voir comment, dans chaque quartier, qu'il y ait, par exemple, une bibliothèque. À partir de ce moment, donc, ça permettrait à l'enfant de ne pas
Parce que je ne peux pas expliquer, comme vous l'avez dit, qu'on dit un enfant, s'il n'est pas kidnappé, ou bien un enfant qu'on envoie à la boutique la nuit, par exemple. Oui. À certaines heures, donc ça pose problème, fondamentalement. Bon, maintenant, dans certains quartiers, on crée, si vous voulez, par exemple, un certain nombre de comités de vigilance, etc. Mais je pense que même les comités-là sont intéressants, mais le problème maintenant, c'est que quand il y aura problème, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est intéressant, mais ils ne sont pas habilités par si vous voulez, parce que l'État, la sécurité des gens, c'est l'État. Mais là où je vais terminer par rapport à ça, c'est qu'il y a 2 ouvrages, à mon avis, qui traitent, comme l'a dit le doyen Sène, aujourd'hui, ces problèmes-là. C'est l'ouvrage de Ousmane Socé Karim. La question de la parole dans ce pays-là, par exemple, aujourd'hui, pose problème. Je sais pas, les gens, même à certains moments, ils ont institutionnalisé ça. Oui. Et même l'ouvrage de notre grand-mère, là, l'Empire du mensonge. Oui. Donc, vous voyez, donc, tous ces éléments-là réunis, les responsabilités sont partagées, mais à mon avis, il faut qu'on s'arrête à un certain niveau pour voir, et je n'ose même pas en parler parce que le code de la famille, depuis lors, ça n'a pas été, si vous voulez, je ne dis même pas modifié de fond en comble, mais voir effectivement avec depuis 1972 l'évolution, parce que j'ai l'impression que les hommes, les humains évoluent plus que ce qu'on appelle que les textes actuellement. Et il faudrait maintenant repenser, voire pas mettre table rase, mais voir des éléments qui sont aujourd'hui en désuétude. Je vous donne un exemple, par exemple, Binta, dans le code de la famille. On vous dit, par exemple, que le mariage pour la femme, c'est 16 ans. Ça part de 16 ans. OK. Alors, nous, dans notre société, on sait que, par exemple, les gens ont créé, dans le passé, avant de se marier, il y a des canaux, il y a des passerelles qui ont été créées. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous avez une copine qui a 16 ans et qu'il y ait problème, effectivement, vous êtes traduit directement, etc. Absolument. Alors, donc, ça veut dire que quand on parle de 16 ans et qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, c'est 18 ans l'âge majeur, il faudrait revoir. Si vous voulez. Et même quand vous allez dans les collèges, c'est celles qui ont 16 ans aujourd'hui, vous dépassent de taille, etc. Tout ça. Donc, il faudrait revoir ces types d'éléments-là. À mon avis, quelque part, à travers la presse, on voit tous les jours ces cas qui existent. Dans le cas du mariage qui est légalisé, institutionnalisé, c'est important, mais aussi, puisqu'il y a des éléments peut-être déviants, mais c'est-à-dire des normes, ce que j'appelle quelque part des normes permissives. Parce que aussi on dit le système de Ngoro et consort tout ça, parfois, ou de fiançailles. Donc tous ces éléments-là, il faudrait effectivement qu'on essaie de voir dans l'éducation, si vous voulez, du futur sénégalais, ou essayer de repenser, à mon avis, prendre une autre orientation par rapport, si vous voulez... Et la déviance des enseignants dans tout cela, je vais vous la poser tout à l'heure. Et la déviance, la responsabilité des parents dans cette déviance, les parents qui se réfugient derrière le train-train quotidien, Dr Massène Sène. C'est de l'irresponsabilité. Qu'il s'agisse des religions révélées, qu'il s'agisse de notre éthique communautaire, le premier responsable des enfants, ce sont les parents. Donc, vouloir se cacher derrière la quête de pitance, la recherche d'avoir, pour sacrifier quelque chose de plus important, c'est-à-dire l'être humain, c'est une fuite de responsabilité. Absolument. Je le disais tout à l'heure, on est dans une société où on a inversé les choses et l'essentiel passe pour superflu. C'est l'être qui devrait être prioritaire, on inverse et c'est l'avoir qui devient prioritaire. Mais cela va plus loin, au-delà des parents. J'entends souvent et je rigole parce que beaucoup de gens passent leur vie à parler de la Constitution dans ce pays sans l'avoir jamais lu. Jamais. Oui. Non. Et à chaque fois qu'on en parle, les gens parlent tout le temps de marche, de je ne sais quoi, respect des libertés. C'est notre Constitution qui stipule que la personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. Et que l'État a pas le devoir, mais l'obligation de la protéger. Donc, même si les parents, en tant qu'entité, ont failli à leur devoir, il reste que l'État, qui est dépositaire de nos aspirations, devrait pouvoir y remédier et faire en sorte que ses membres, tous, jeunes, vieux, femmes, etc., puissent être protégés. C'est une obligation constitutionnelle. L'on a parlé d'éducation. Mais là aussi,
c'est l'État qui a en charge l'éducation de ses citoyens. Oui. Et de la même manière que la seule violence légitime, c'est celle de l'État. Absolument. Puisque c'est l'État qui est dépositaire, je répète, de nos suffrages. Lorsque les gens ne s'acquittent pas de leurs devoirs, parents ou pas, il revient à l'État de les sanctionner. Donc les parents ont failli, c'est une réalité. Fuite de responsabilité, c'est une réalité. Mais nous avons tout de même une institution qui doit pouvoir y mettre de l'ordre à travers la culture. Mais dans ce pays, on ne respecte pas la culture. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on parle de culture, les gens pensent expression artistique. Ça n'est pas la même chose. La culture, c'est d'abord la transmission de valeurs. C'est ce qui forge l'être humain et qui nous sort de notre statut du règne animal pour qu'on devienne justement des personnes humaines sacrées. Absolument. Cela suppose des connaissances. Ham. On a dévalorisé aussi le savoir. Ça n'a plus aucune valeur. Le petit boutiquier du coin, s'il fait beaucoup plus de pièces dans la journée et des billets dans sa poche, il est plus important que n'importe quel porteur savant, détenteur de khamkham. L'éthique a été dévalorisée. Mon collègue parlait tout à l'heure de la parole, du statut de la parole. Mon ami et jeune frère Massamba Gueye a l'habitude de citer un adage que j'aime bien, Gor. Boum du ko teunk. Kàddoom moo koy teunk. Vous avez raison. C'est la parole donnée. Absolument. La parole donnée qui peut entraver un honnête homme. Gor ca wax ja. Wax ja. Alors, si la parole n'est plus respectée, je ne parle même pas au niveau des membres kidam de la société, mais au niveau le plus élevé avec le wahwahet. Nous revenons à ce que je disais lorsque je disais qu'on n'avait plus de repères et de références. Absolument. Quels sont les modèles? Si l'on peut se permettre de prendre des engagements au nom de l'État et de ne pas les respecter, y compris par rapport à des engagements avec les syndicalistes, il y a un problème. Cette société, elle est malade, il faut qu'on la soigne. Et il faut que l'on comprenne une bonne fois pour toutes qu'on ne la soignera pas avec des problèmes économiques, etc. C'est avec des problèmes culturels au sens premier du terme, transmission de valeurs, respect de ces valeurs-là, et on établit un code de conduite. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de bonne conduite. Ces codes de bonne conduite, il faut les restaurer. Et c'est là où parents, enfants, chacun saura quel est son rôle au sein de la société. Oui. Et surtout également, il faut l'assumer également les enseignants, docteur Bach. Avant, quand on voyait un enseignant, ton enseignant passer dans une rue, on allait se réfugier dans la maison, mais maintenant ce n'est plus le cas. Quand la presse fait souvent état qu'un enseignant a violé son élève, qu'un enseignant a enceinté son élève, ils ont quand même leur part de responsabilité dans cette déviance. Absolument. Je pense que... Les enseignants. Absolument. Vous avez parfaitement raison. Je pense que tout à l'heure, quand je parlais des instants de socialisation, je parlais de l'école. Et le prolongement de l'éducation dont parlait tout à l'heure le doyen Sène, c'est que les enseignants, effectivement, sont des éducateurs. Et normalement, ils doivent suivre ce code de conduite dont on vient de dire, si vous voulez, par exemple, de la société dans sa globalité. Ce qui fait que donc, il saurait y avoir, si vous voulez, par exemple, de rapports de connivence, de rapports d'intimité, etc., entre un enseignant, par exemple, bien formé, envers son élève ou son étudiant, par exemple. Ça, d'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, c'est que c'est dans la formation des enseignants, je pense qu'il y a cette dimension-là, peut-être, qui devait être prise totalement en charge par l'État. La déontologie et l'éthique. La déontologie, l'éthique et même la législation. Je pense que c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, un enseignant du préscolaire jusqu'à l'université, est-ce que cet enseignant-là déjà a intériorisé ce qu'on appelle le code de la famille? Est-ce que cet enseignant-là a intériorisé ce qu'on appelle le code du travail? Est-ce que cet enseignant-là a intériorisé un certain nombre de dispositifs, conventions internationales, etc., africains, jusqu'au arriver au texte, etc., pour pouvoir
non seulement être bétonné, être carapacé, outillé envers, si vous voulez, par exemple, ses élèves ou par exemple, ses étudiants. La troisième chose maintenant, c'est que, comme je viens de le dire, tout revient de la manière dont nous voulons construire notre société. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'enseignant, quel que soit son niveau, quel que soit son niveau de formation, mais si il vient de le dire, les mesures de sanction ne suivent pas, ça va poser problème. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, si l'élève, par exemple, ou si l'étudiante sait que... Parce que nous sommes dans des rapports de domination. Hein. C'est des différents types de statuts. Et les gens, comme il a dit, il y a des raccourcis. Et ces raccourcis, c'est bon, c'est pas extra au niveau des hommes politiques. Mais c'est au niveau aussi là. Parce que si parfois, aujourd'hui, on cautionne le fait que, par exemple, telle famille cautionne le fait que, par exemple, sa fille est en rapport avec telle et que telle y vient, etc., tout ça, il cautionne ça, ça pose problème, fondamentalement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que le pathologique, au sens du terme, je pense que c'est du point de vue de la société globale. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'autre parlait d'un NDEP national. Mon problème, c'est quand on dit NDEP national, qui va l'organiser? C'est ça le problème. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord aller vers ce qu'on appelle l'introspection individuelle avant d'aller vers ce qu'on appelle à l'introspection, si vous voulez, par exemple, collective. Et à partir de ce moment, donc, créons une instance qui permettrait, si vous voulez, aux enseignants de pouvoir parfois revenir en termes de formation, en termes d'intériorisation de certains nombres de valeurs et de textes, à mon avis. Alors, comment faire pour la restauration de nos valeurs? Vous en avez ébauché quelques solutions. Également, l'affaire des enseignants qui enseignent et qui violent certains, je ne dirais pas tout le monde. Je ne dirais pas tout le monde. Hein. J'ai peur de Dambodj. Je ne parle pas de Dambodj, mais certains... Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? En fait, je disais que nous sommes dans une société avec des membres appartenant à différentes catégories sociales. On a parlé des politiciens, on a parlé des jeunes, on a parlé des femmes. Ne l'oublions pas, les enseignants sont les produits de cette société. Absolument. Appartiennent à cette société et sont des membres à part entière. Lorsque ils sont quand même des éducateurs. J'y arrive. Oui. Lorsque la mission qui leur est confiée, qui appelle effectivement éthique et déontologie, n'est pas suivie, évaluée, sanctionnée positivement ou négativement, on revient à ce que je disais, cet éclatement qui fait que chaque individu est l'homme d'un coup. Et parmi ces enseignants-là, comme parmi les policiers, comme parmi les magistrats, comme parmi, il y a des brebis galeuses. Absolument. Qui vont utiliser leur position pour satisfaire des besoins personnels. Ils vont faire la cour, etc. Donc, c'est ce schéma éclaté qui pose problème. Vous pouvez prendre n'importe quelle catégorie sociale dans ce pays. Combien d'imams on a entendu se bagarrer dans des mosquées juste pour dire je dirige la prière parce que derrière il y a des sous saoudiens qui débarquent ou je ne sais quoi, les sous que les gens mettent dans la caisse. Non, quand on veut parler de ces choses-là, il faut regarder les gens les yeux dans les yeux et ne pas avoir un comportement de nomade halpoulard, un bon sédentaire serré et de dire lis-moi de tout. Donc, restaurer, c'est d'abord que chacun prenne ses responsabilités. Je répète, le premier responsable chargé de réguler une société, c'est l'État. Absolument. Ensuite, répartition des tâches, répartition des missions, que l'on dise à chacun que tu n'es que fan nga wara yem. C'est pas moi qui l'invente, ce sont des termes de notre expression. Absolument. Donc, à chacun son dû aussi pour ne pas créer de frustration. Si cette société n'est pas remise à l'endroit, nous continuerons à tourner en rond. Pour la remettre à l'endroit, il faut que les principes élémentaires du vivre ensemble soient restaurés. Voilà. Être diplômé comme enseignant, je termine sur ça, ne signifie pas
bien formé. On est encore dans l'avoir. Oui. Ça, c'est avoir. Ça ne signifie pas avoir un bon comportement et être quelqu'un de modèle comme citoyen. Oui. Alors, merci beaucoup à Dr Ousmane Ba, sociologue, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous remercions également infiniment Dr Pape Massène Sène, que nous retrouvons avec plaisir aujourd'hui, chercheur en patrimoine traditionnel à l'IFAN. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche.